Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Le Cameroun entame dans quelques heures une nouvelle page de son histoire, une histoire écrite avec la présidentielle du 7 octobre 2018 dernier, où l'homme du renouveau, l'homme du 6 novembre 1982, a reçu l'aval du peuple pour un nouveau mandat de 7 ans. Et alors que le pays s'apprête à célébrer avec faste et solennité son investiture prévue au palais des Verts de Ngouaïkele 7 à Yaoundé, certains acteurs de cette présidentielle appellent à des mouvements de revendication pourtant interdits par les autorités de la République. Même si ces appels ne semblent pas avoir été suivis sur le terrain jusqu'ici par les populations dans leur grande majorité, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, quant à elles, restent en crise. Une crise socio-politique qui se disait sur le terrain. Les rebelles sécessionnistes ont engagé depuis quelques jours de durcir le ton avec des rapts et même un changement de stratégie qui met en mal le vécu des populations dans ces deux régions en crise depuis pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, et pour écrire cette nouvelle page de l'histoire du Cameroun, la télévision du monde a décidé de se consacrer à vous à travers ce tout nouveau talk show. Tout au clair, c'est votre nouveau programme qui vous sera diffusé le lundi, mardi et mercredi en direct de la télévision du monde de 21h à 22h30 avec plusieurs invités majeurs pour justement apporter des éclairages sur ces sujets qui meublent la journée, qui meublent votre quotidien, notre quotidien. Et ce lundi encore, nous venons pour vous apporter des éclairages sur 2 sujets qui ont retenu notre attention, notamment le climat post-électoral, avec ce qu'on observe, ces appels du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui invitent les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, à dire non à ce qu'ils ont qualifié comme étant un hold-up électoral. Que se passe-t-il véritablement au sein du MRC? Pourquoi avoir appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour décrier les résultats rendus officiels par le Conseil constitutionnel au lendemain de la présidentielle du 7 octobre 2018 dernier? Et ces éléments de réponse vous seront donnés par nos invités, un autre panel ce soir dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair se consacre également à la crise anglophone, cette crise qui a débuté par des revendications corporatistes et qui s'est très vite transformée en revendications politiques et même aujourd'hui en guérilla armée. Et aussi dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le pays de Paul Biya vient de bénéficier d'un soutien majeur, notamment celui du Nigeria voisin qui a décidé de sécuriser sa frontière avec le Cameroun et même de lancer une opération de ratissage dans l'état du Cross River frontalier avec le Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de votre édition, votre toute première édition de Tout clair. Dans quelques instants, la présentation de notre... Pour cette première, mesdames, messieurs, ils devraient être 4 sur ce plateau, mais ce soir, ils sont 3, finalement, qui sont confortablement installés dans ce beau décor de Tout au clair. Et si vous le permettez, chers téléspectateurs à la maison, nous débutons par notre gauche, cet monsieur qu'on ne présente plus. Il est le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Lui, c'est le président Anissé Ekane qui a accepté d'être des nôtres pour le lancement de cette tribune Tout au clair. Président Anissé Ekane, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être l'un de nos premiers invités sur cette tribune. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de TM Télévision. Merci de m'avoir invité pour la première. Bah oui, c'est une première. Tout clair.
C'est une première, tout au clair, est un nouveau talk show que LTM a mis sur pied pour accompagner nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Et il faut le rappeler, LTM est sur le canal SAT numéro 305 et vous avez le privilège de nous avoir en direct tout en face de cet invité et non des moindres, le président Anissé Kane. Deux autres messieurs sont avec nous sur ce plateau, à l'extrême droite de ce plateau, un membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce parti qui justement est au centre de toutes les convoitises et même de toutes les querelles, tant sur le plan politique que sur le plan journalistique. Lui, c'est Julien Sepo qui est là ce soir. Julien, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. Merci pour cette invitation. Et j'espère qu'au sortir d'ici, vos téléspectateurs seront mieux édifiés par rapport au sujet qui seront soumis à notre analyse. J'espère également que vous serez à la hauteur des attentes de nos nombreux téléspectateurs. Nous donnerons notre meilleur en tout cas. Nous donnerons le meilleur de nous en tout cas. Merci à vous. Et tout à côté de vous, un autre qu'on ne présente plus, il est avocat au barreau du Cameroun, il est conseiller municipal dans la localité de Ndom. Et puis, il a accepté d'être des nôtres ce soir, Maître Joseph-Claude Biliga, un homme à plusieurs casquettes. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très content de participer aux côtés des autres copanélistes à cette grande première. Et j'ai la conviction que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que les téléspectateurs ne regrettent pas d'être restés scotchés sur votre écran. Voilà. Alors, il faut également préciser que nous aurions dû avoir le bâtonnier Charles Tchungang qui s'est excusé en raison d'une situation de dernière minute. Mais nous espérons qu'avec ces invités sur le plateau, nous allons vous tenir en haleine pendant ces 90 minutes imparties à ce programme, ce tout nouveau talk show politique, désormais diffusé sur la télévision du Monde le lundi, le mardi et le mercredi en live de 21h à 22h30. Messieurs, nous ouvrons le bal avec le tout premier sujet de ce soir, c'est ce climat post-électoral. La présidentielle s'est tenue le 7 octobre 2018 dernier. Les résultats de cette présidentielle ont été rendus officiels par le Conseil constitutionnel, mais avant, il y a eu un fort moment de télévision passé dans les audiences de ce qu'on considère comme étant la plus haute juridiction en matière électorale, à savoir le Conseil constitutionnel. Donc, ce contentieux électoral qui aura tenu en haleine les plus de 25 millions de Camerounais. Au sorti de cela, on a donc eu droit à la proclamation des résultats de la présidentielle, notamment Paul Biya, grand vainqueur de cette élection avec plus de 71% des suffrages valablement exprimés. Mais avant, on a constaté, pour le déplorer, les appels lancés par certains partis politiques, notamment de l'opposition et précisément le MRC. Anissé Kane, vous avez été un observateur en retrait de cette présidentielle, puisque votre parti politique n'avait pris part à la présidentielle, mais vous avez été, d'une façon ou d'une autre, sur le terrain pour amener les Camerounais à s'investir et à se mobiliser pour cette présidentielle. Comment vous avez perçu ces différents appels lancés, même avant la présidentielle et même au lendemain de la présidentielle? Mais vous savez, l'élection présidentielle dans un pays est un moment important. Il doit être pour nous un moment de débat pour que les Camerounais sachent, en fonction des différents candidats, quelle est la vision politique que les candidats leur proposent, quel est le programme politique pour lequel ils devraient voter. Mais c'est aussi en même temps une tribune exceptionnelle pour tous ceux qui veulent se faire connaître, qui veulent compter dans la vie politique, qui veulent être populaires. Donc tous les moyens sont bons pour cela. Et donc les acteurs choisissent des éléments ou des stratégies pour se faire connaître. Une de ces stratégies, c'est de créer l'événement en demandant souvent l'impossible, mais on aura fait une annonce. Il y a donc toute une politique d'annonce qui fait justement toute cette agitation
durant la campagne électorale. Et je mets un peu au compte de ça les sorties, je vais dire, impétueuses, souvent désordonnées de certains responsables de partis politiques avant la proclamation des résultats, après la proclamation des résultats, et maintenant, parce que, comme on dit, qui veut ne peut pas nécessairement. On peut décider de demander aux camarades d'aller dans la rue sans apprécier la situation, sans regarder le rapport de force, sans en apprécier vraiment l'opportunité. Est-ce que c'est efficient? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça donne des résultats? Bon, là, c'est discutable. Mais on l'aura fait. Je crois qu'il faut mettre ça, il faut mettre toutes ces déclarations un peu plus ou moins farfelues souvent dans ce registre-là. Alors, Maître Biliga, déclaration farfelue, comme le dit Anissé Kané, déclaration impétueuse, ou alors, notamment, il faut le citer, le MRC, qui s'est versé dans cette logique-là, avait une bonne raison de s'investir dans ces déclarations-là qui ont un peu mis en mal le vécu des Camerounais qui se sont sentis plutôt meurtris dans leur façon de voir la chose politique, encore que la présidentielle avait été saluée par tout le monde. Je crois que c'est seulement les responsables, seuls les responsables de RMC peuvent dire avec certitude s'ils avaient de bonnes raisons de faire les déclarations qui ont été faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons suivi, notamment lors de l'audience devant le Conseil constitutionnel, un certain nombre de récriminations. Nous tous, nous attendions, ce d'autant plus que quelques jours avant, le président de MRC, le candidat de MRC à l'élection, avait déclaré qu'il était vainqueur. Donc en ce moment-là, nous tous, on s'est dit, il va apporter les preuves du fait qu'il est vainqueur, notamment les procès-verbaux des bureaux de vote. Parce que c'est lors des bureaux de vote que la proclamation est officielle, est publique. Alors on se serait attendu à ce qu'ils viennent avec ces procès-verbaux. On n'a pas vu de procès-verbaux. Et même lorsque, après le résultat, il a eu à faire une sortie au niveau des réseaux sociaux assez importante, il a sorti un document en disant c'est ici, il s'est mis à lire, mais c'est toujours pas un procès verbal. C'est-à-dire qu'il disait un certain nombre de choses, nous avons la preuve ici, et on n'a toujours pas vu ces documents. Donc je pense qu'en réalité, peut-être avait-il des raisons de le faire, mais nous, le peuple, on n'a pas vu les preuves de fait que c'est le MRC qui a gagné. Parce qu'en fait, on peut avoir raison. Mais si on n'apporte pas la preuve du fait qu'on a raison, naturellement, on ne peut pas imposer aux autres le fait de croire que ce qu'on dit est vrai. C'est pour cette raison qu'on se serait attendu à ce que, moi j'ai suivi des très belles plaidoiries. Et de là où j'étais, je me disais, mais j'attends les preuves, surtout en matière de résultats. J'attends qu'on me dise que dans ce bureau de vote, on a eu tel nombre de voix, par exemple, et que cela puisse paraître contradictoire, peut-être avec des PV de l'élection Cameroun. Mais au moins, ce qu'on ait apporté les scènes, mais on n'a pas vu ces PV. Moi, je pense que c'est là où il y a un problème. Mais ce que je voudrais, pour revenir un peu en arrière, dire que pour moi, ça a été l'une des plus belles élections, l'une des plus belles campagnes électorales. Parce que, jusqu'à quelques années, on a vu beaucoup de candidats qui n'avaient pas d'envergure et qui ne nous ont pas fait rêver. On a vu cette fois-ci et des jeunes candidats et un nouveau, enfin, et d'autres qui sont plus ou moins jeunes, mais qui se présentaient pour la première fois, qui ont apporté quand même du tonus, avec des programmes qui ont été élaborés, qui ont été défendus, avec des campagnes, avec la présence des journalistes et des communicateurs à leur côté. Et je pense que ça a été une très bonne chose, et c'est ce qu'il faut retenir, en se disant quand même qu'on va retenir. Et cela a été beaucoup plus possible également, je pense, parce que le nombre était restreint. Je terminais par là. Vous voyez, il y a élection, je crois, demain à Madagascar, il y a 35 candidats. Vous imaginez bien qu'il y avait 35 candidats. Oui, mais s'il y a 3 majeurs ou pas, il y en a 35. S'il y avait 35 candidats, on se serait fatigué de voir tout ce monde. On n'aura même pas retenu le nom de ces candidats-là. 9 candidats, parmi lesquels quelques majeurs et quelques outsiders. Ça a quand même permis d'avoir une campagne beaucoup plus relevée. Alors, oui. Monsieur Sepo, vous êtes membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Ce MRC est monté au créneau pendant la campagne, quelques heures avant la tenue de l'élection, disant qu'ils sont confiants de leur victoire.
alors que les élections étaient à peine terminées, le candidat du MRC est monté au créneau pour annoncer et s'autoproclamer grand vainqueur de cette présidentielle. Une annonce qui avait fait un grand tollé et qui avait d'ailleurs suscité un remous au sein de la classe politique. Le MRC était-il dans une logique politique ou alors le MRC cherchait absolument à obtenir la sympathie de la population? Merci Frédéric, je ne veux pas dire coup politique ou chercher la sympathie des populations. Si je commence par là où Maître Biliga a chuté tout à l'heure, il a parlé du nombre réduit de candidats pour ces élections 2018. Il faut reconnaître que ce sont les premières élections présidentielles qui se font sous l'égide du nouveau code électoral, qui a été publié, n'est-ce pas, qui a été promulgué en 2012 et qui réduisait déjà d'office le nombre de candidats, de par la loi déjà. Parce que si vous vous souvenez qu'en 2011, on avait retenu finalement 23 candidatures sur 53 dossiers. Et en 2018, on en a retenu 9 Il faut reconnaître que pour faire acte de candidature, il fallait avoir au moins un conseiller quelque part. Je suis conseiller municipal à Douala 3e, donc ce qui fait que mon candidat on pouvait investir un candidat. Ce n'était pas le cas d'autres. C'est ce qui a fait la différence avec ce qu'on a vu aujourd'hui, comme il dit, c'est-à-dire que les candidats qui n'étaient pas fantaisistes. Parce que je l'ai dit dans un de mes livres en 2017, qu'on n'aura plus de candidats fantaisistes aux élections présidentielles au Cameroun. D'accord. Bon, maintenant, ceci dit, il ne voudra pas échapper que les résultats cette année ont été, au niveau du Conseil constitutionnel, soit dit en passant, ont été donnés par département. Vous avez vu que l'audience solennelle de proclamation des résultats n'a pas fait 2 heures de temps, contrairement à 1992, 97, 2004, 2011, où le président du PANDA prenait la peine de lire les résultats par arrondissement. Donc, ce qui fait que il faut donc se poser la question de savoir, est-ce que le Conseil constitutionnel, est-ce la méthode du Conseil constitutionnel, ou alors est-ce qu'ils se sont contentés tout simplement des rapports des différentes fédérations? Mais est-ce que cela justifie que le président Kamto, candidat à cette présidentielle, monte au créneau presque 18 heures seulement après la fermeture des bureaux de vote pour se déclarer vainqueur et s'autoproclamer président de la République? Je pense que nous n'allons pas inventer le sens, comme on dit, le sens de la roue. Dans tous les pays dits démocratiques, où on donne les résultats à 20 heures, ce ne sont que les estimations. Vous regardez plus tard, généralement c'est après une fois qu'on donne les résultats exacts, les résultats par résultat. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à 20 heures au Cameroun, tous les états-majors, tous les quartiers généraux des partis politiques, aujourd'hui avec les événements que nous avons, les réseaux sociaux... Ne partez pas sur ce chemin-là. Non, c'est pour vous dire, non, écoutez, je veux dire quoi? Je veux dire, nous n'avions pas en 2011, par exemple, les téléphones Android qui nous permettaient de passer directement, d'envoyer certains résultats en attendant le résultat physique. Et puis, lorsque j'entends dire qu'au Cameroun, c'est impossible de donner les résultats d'une élection à 20 heures en 2018, ça revient à dire que en 1972, lorsque M. Aïdjo proclamait les résultats du référendum, fait dans tout le Cameroun, à 20 heures, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des radios de commandement des sous-préfectures. Ça veut dire que les résultats étaient donc faux alors. Donc il faut donc qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on dise que c'était trop tôt pour nous. Non, nous avions des éléments qui nous permettaient de nous avancer. Quels sont ces éléments? On vous les a demandés au Conseil constitutionnel, vous n'avez pas été à même de pouvoir les apporter. D'ailleurs, la plupart de vos requêtes ont été rejetées sur la forme, non sur le fond. Bien entendu. On va dire quels sont les éléments. Quand vous demandez quels sont les éléments, nous avons demandé, parce qu'il était question au niveau du Conseil constitutionnel, vous ne pouvez pas, nous ne pouvions pas transporter au niveau du Conseil constitutionnel les milliers de PV que nous avons à notre QG. Il était question de dire les résultats, puisque nous avions un représentant à la Commission nationale du recensement de vote, qui dit les résultats, c'est-à-dire que les résultats que l'on va proclamer ne sont pas les résultats tels que nous les avons à notre niveau. C'est de ça qu'il s'agissait. Alors, président Nissé Kané, vous comprenez la démarche faite par le MRC qui a peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs dans la configuration présentée par M. Sepo sur le plateau? Je vais d'abord lui dire qu'en 72, le résultat publié par Aïdjo était faux. Il n'avait aucune valeur.
peut-être que vous étiez encore jeune, mais bon, sous la dictature, les résultats étaient fabriqués, complètement fabriqués. Bon, donc, si vous vous référez aux résultats d'Aïdio, si vous allez travailler comme eux, bon, j'ai bien peur qu'ils soient complètement faux, ce que vous aviez justement avant le Conseil constitutionnel. Non, je ne pense pas. Est-ce que mathématiquement, oui, techniquement, même avec les nouvelles technologies, je ne vais pas rentrer dans le chemin des réseaux sociaux dans le grand ensemble, oui. Est-ce que dans ce schéma-là, le MRC pouvait être à même de pouvoir faire la sortie qu'on a observée du président Kamto? Connaissant le nombre d'électeurs inscrits, à 20h dimanche, on pouvait avoir les tendances, compte tenu de quelques approximations, connaissant les résultats, le nombre d'électeurs inscrits à l'extrême nord, au nord, etc. On pouvait avoir une tendance, premièrement. Deuxièmement, à partir du moment où chaque scrutateur avait le procès verbal, on pouvait à 20h avoir une grande partie, par le téléphone portable, si c'était centralisé, des résultats décomptés, puisqu'ils étaient publics au niveau des bureaux de vote. Ce qui pose problème avec la démarche de Kamto, c'est que tout cela ne reposait sur rien. Bon, a priori, non, a priori, ça semblait être ça. A posteriori, on l'a vu. Pourquoi? Parce que quelques jours après, le directeur de campagne dit que le Kamto a gagné à 51%. Le Kamto, dans les heures qui suivent, dit c'est 39%. Bon, vous savez, quand le directeur de campagne et le candidat ont un tel gap dans la programmation des résultats, ça ne fait pas très sérieux. Ça veut dire qu'en réalité, bon, il y a quelque chose qui tourne par rond. Moi, je suis persuadé que, je pense que M. Kamto est quelqu'un d'intelligent. Il connaît un peu, et ce serait inquiétant que ce ne soit pas le cas. Ce pays, il sait l'enracinement administratif du RDPC. Il connaît la caporalisation des masses par ce parti-État. Je crois que je ne vais pas lui faire l'offense de dire qu'il ne connaît pas ce pays s'il peut prétendre avoir gagné les élections dans ce contexte-là. Je crois vraiment, donnons-lui cette possibilité de le faire, que bon, il a fait de la surenchère. Ça se fait ailleurs, ça se fait au Cameroun, ça se fait en 92. À la seule différence, c'est que les résultats se touchaient en 92. Vous savez, j'étais en plein dans l'organisation des élections présidentielles en 92, les résultats se touchaient. De telle manière qu'en réalité, une démarche de revendication de la victoire volée apparaissait plus logique que l'écart de 72 à 14, avec plusieurs candidats qui se proclamaient également vainqueurs. Ben, on a déjà une curiosité planétaire, on a couru un risque énorme d'être encore plus, avoir 3 présidents, 4 présidents élus qui se le revendiquent pendant des mois. Non, je pense que avec son truculent directeur de campagne, je suis gentil, le MRC a fait de la surenchère pour éliminer dans l'opinion les autres candidats et se présenter comme le challenger réel du candidat du RDPC. Du président Biya. Bon, ça marche quelques jours, mais ça, un mois, avec de fausses grandes manifestations à Paris, etc. On va revenir sur ces manifestations dans quelques instants. On va arriver à ces manifestations dans quelques instants. Je suis en disant que moi, je ne reproche pas à Kamto d'avoir dit qu'il pense qu'il a gagné. Il peut avoir ce sentiment. Mais entre le sentiment et la raison, il y a un écart. Maître Biliga, on est donc dans cette configuration où le président Kamto a fait sa déclaration. Il a fait, si je reprends les propos du président Anissé Ekane, de la surenchère politique. Au jour d'aujourd'hui, on est dans cette configuration où il a fait de nombreux appels, des appels à descendre dans la rue. Malgré le fait que les réseaux sociaux sont rentrés dans le lot, cet appel n'a pas été suivi. De votre point de vue, qu'est-ce qui justifie que, malheureusement, l'appel lancé par Maurice Kamto et les siens est resté pratiquement lettre morte? Il faut rentrer un peu en arrière. Hein. Lors de la campagne, tout à l'heure, on en a parlé un peu.
cette campagne était très haineuse. Très haineuse entre certains candidats, notamment le candidat de MRC et le candidat du mouvement 11 millions, c'est-à-dire de Kabra Libi. Et je vois mal comment les partisans de Kabra Libi, ou même ceux de Matomba, parce que moi j'ai été sur Matomba sur un plateau la veille des élections, où on nous avait montré les images où on disait qu'il était allé s'allier à Maurice Kamto. Il le niait, il disait que ce n'était pas vrai, qu'on l'avait piégé, etc. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, cet engouement qu'on a par exemple vu en 92, lorsque le président, lorsque le chef Mandiang Koundé avait dit qu'il avait gagné les élections, où on a vu les gens descendre, parce que moi j'ai vu les gens descendre avec les cercueils en dansant, à quoi? Parce qu'en fait, il y avait une sorte de symbiose. Là, les gens vont aux élections, les gens de l'opposition, divisés. Vraiment. Parce qu'on a eu un moment donné l'impression que le débat, la bataille n'était pas entre les 9 candidats ou les 8 candidats contre le candidat du RDPC, mais c'était entre, d'un côté, il y avait le président candidat RDPC dont tout le monde savait qu'il avait gagné, ou allait gagner, et les 8 candidats qui cherchaient chacun à être le premier. Donc lorsqu'on voyait que toi, tu peux avoir plus de chance, ou bien l'autre peut avoir la chance pour me raver la place que moi je réclame peut-être légitimement, il y a eu des coups bas. Des coups bas. Et je veux dire donc que les gens ne se sont pas, c'est-à-dire les autres membres de l'opposition, ne se sont pas sentis concernés par la victoire réelle ou supposée du candidat de MRC. C'est pour cette raison que les gens ne sont pas descendus sur les rues. Vous voyez, lorsque... Est-ce que ces gens ne gardent pas quand même en fond et dans leur mémoire, permettez-moi, la répression de 92, la répression de 2008, où à l'époque on revendiquait, on était descendu dans la rue pour revendiquer la vie chère. Je vous assure une chose, le jour où le peuple voudra descendre, il va descendre. Il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que si on vous avait dit après ce qui s'est passé en 89, 90 jusqu'à 92, et que les gens pouvaient spontanément descendre en 2008, vous n'aurez jamais cru. Et même, regardez même ces petits mouvements, les petits mouvements qui ont eu lieu, même celui qui a eu hier à Bafoussam, ils n'étaient pas nombreux, mais il y a quand même eu des gens qui sont descendus. Malgré l'interdiction, malgré la répression. On a vu ici mes confrères descendre dans la rue, malgré la répression. Ça veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui les gens se sentent vraiment concernés par un fait, malgré la répression, ils vont descendre, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils se disent que nous ne vivons plus dans un vase clos, avec cette histoire de l'opinion internationale, avec le fond. Ils savent que si jamais on frappe sur eux, il y a la CPI qui peut intervenir, etc. Mais encore faut-il qu'ils aient une raison de descendre. Il n'y avait pas de raison pour qu'on descende, parce que tout le monde était unanime, même avant de partir aux élections, que le RDPC gagnerait, compte tenu des raisons objectives. Ça c'est pour. Le MRC a lancé des appels à Douala, un peu partout dans le pays. À Douala, on a observé un mouvement le dimanche 28 et le samedi 27 qui a été reprimé, pratiquement une trentaine de militants. De l'autre côté, à l'ouest, ce dimanche également, on a observé un autre mouvement, pas du tout couru, à peine 20 militants. Qu'est-ce qui peut justifier que même ceux qui auraient apporté leur soutien au candidat du MRC ne suivent pas l'appel? Bon, déjà, je vous rater parce que vous pouvez parler d'une marche de 20 personnes lorsqu'on a eu... On a vu les images. Lorsqu'il y a eu 40 arrestations. On a vu les images. Bon, là c'est juste en passant. Oui. C'est juste en passant. Parce qu'il y a eu une quarantaine d'arrestations. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il y a eu 20 personnes. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il y a eu 20 personnes. Bon, maintenant, le président Anissa a parlé tout à l'heure de la caporalisation des administrateurs. Ça se fait dans ce pays. Et lorsque justement, je voudrais qu'on reste d'abord dans la question qui a été posée. La question reste celle de savoir pourquoi même ceux qui ont apporté leur soutien à travers le bulletin de vote dans l'urne le 7 octobre 2018 dernier n'ont pas suivi l'appel de Maurice Kamto qui réclame avoir quand même gagné la présidentielle. Et s'il a gagné, il peut avoir obtenu au moins 40 voire 51% de cette des suffrages valablement exprimés. Je n'ai plus de 6 millions de candidats de Camerounais qui ont participé au scrutin, ou à peu près 4 millions. Très bien.
Je tiens déjà à vous dire, puisque vous ne voulez pas que je revienne, mais j'espère qu'on reviendra là-dessus. Si vous voulez qu'on parle rapidement de je tiens à vous dire que le slogan du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est changement d'avenir dans la paix. Et lorsque nous demandons, lorsque le candidat Kamto demande aux Camerounais de manifester, du moins de descendre dans la rue, de faire des marches pacifiques pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le hold-up électoral, on n'a pas mis l'arme sur la tempe d'un Camerounais pour descendre sur la rue. Ceux qui fait, et nous l'avons toujours dit, même nous disons, ceux qui veulent, personne n'est contraint à le faire. Mais seulement ce qui nous surprend, c'est que tout en sachant qu'il n'y aura personne, mais la route est militarisée. Pourquoi demander aux Camerounais de descendre dans la rue? La route est militarisée. Lorsque vous n'avez pas la certitude d'avoir gagné, il y a les résultats rendus officiels par les manifestations, nous sommes dans un état dit de droit où les gens sont libres de manifester leur courroux. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens. Supposons... Quel courroux? C'est vous qui décidez du courroux des gens ou alors c'est que ces personnes ont senti être frustrées et ont décidé de descendre dans la rue? Supposons qu'on parle de... Supposons qu'on s'en tient aux 14% dont il s'agit. Mais on comprendrait comment 14% de personnes mettraient, 14% de la population, même s'ils sortaient tous, mettraient à mal le reste. Puisque, comme vous le dites si bien, les autres membres de l'opposition, parce que quelqu'un a gagné à 71%, il y a derrière, tous les autres candidats sont partagés 29%. Même si par une certaine âge, même si ça commençait aujourd'hui, que pour une fois l'opposition camerounaise s'entende sur un point, il n'y aurait toujours pas... Ça ne poserait toujours aucun problème que les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ne sont pas contents. Mais le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que lorsque vous empêchez, lorsque vous dites que les gens ne doivent pas sortir, je vous dis ce qui s'est passé. Vous imaginez que pendant que le MF déclare ses descentes, ses marches, les gens sont dans les maisons, les gens sont engagés pour dire, si vos enfants sortent, on va les tuer et tout et tout. Mais qui doit les tuer? Est-ce qu'il est écrit dans ce pays que si vous faites une manifestation, on doit tirer sur vous? Et puis, je le dis encore, nous ne sommes pas dans la logique insurrectionnelle. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous disons, si des Camerounais se lèvent un matin, vous avez vu des gens, même dans des sociétés, on a vu des gens faire des sittings devant le Premier ministre parce qu'ils étaient mécontents sur un certain nombre de choses. Mais c'est leur droit le plus absolu. On doit les encadrer pour savoir... Mais si les Camerounais, si nous voulons marcher, si les gens veulent marcher et qu'on leur dise, ok, vous avez l'itinéraire, on les encadre, faites votre marche, après vous rentrez chez eux. Où est le mal? Ça, c'est la question que je pose. Maintenant, parlons maintenant de l'opposition, de ceux qui ne suivent pas. Oui. Ça nous aurait beaucoup surpris même d'ailleurs. Parce que l'opposition camerounaise, justement, c'est l'une de ces maladies infantiles, est celle-là qui ne s'entend jamais lorsqu'il faut faire front commun. Ils sont l'opposition. Tout se passe. Partie de l'opposition. Tout se passe. Je vous rappelle que vous faites partie de l'opposition. Bien entendu, j'arrive. Vous tirez une balle dans le pied. Non, je ne me tire pas une balle dans le pied, j'y arrive. Je vais vous expliquer. Tout se passe dans l'opposition comme la plupart des membres, ou alors des ténors, de ceux qui se disent ténors de l'opposition, se connaissant suffisamment, connaissent peut-être entre eux le niveau de compromission de chacun avec le régime, de manière que lorsqu'il faut se rentendre, être d'accord, là, plus personne n'est d'accord. Vous dites que le MRC n'est pas compromis avec le régime? Ben, je ne sais pas, si vous n'allez pas me pousser à dire ce que je ne suis pas en train de dire. Je vous dis, nous l'avons vu en 92. Lorsqu'il a suffi à M. Foundi de revendiquer sa victoire sur les 7 autres candidats qui le suivaient, personne, aucun candidat de l'opposition n'a dit, c'est vrai, M. Foundi a gagné. Nous sommes en 2018. Aucun autre candidat ne l'a dit, en plus de Kamto, que effectivement, ce que nous décernons comme procès-verbaux, par exemple, M. Kamto a gagné. Par contre, lorsque vous allez prendre 97, 2004, 2011, où personne ne s'est déclaré vainqueur, ils étaient tous d'accord pour dire que M. Bia a truqué. Mais lorsqu'il a suffi que quelqu'un se déclare, mais c'est vrai, M. Bia a truqué. Mais puisque M. Bia a truqué, nous sommes d'accord. Mais s'il faut dire que c'est toi qui as gagné, non. Nous, on préfère se retirer. Le président Nicolas ne sommes pas d'accord avec ce point de vue. Mais il est libre de ne pas être d'accord. Oui, en 92, il y a des candidats qui ont dit que Foundi n'a pas gagné. Belou était candidat, il a dit que Foundi n'a pas gagné. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais il a dit que Foundi n'a pas gagné. C'est ce que je suis en train de dire, justement. D'accord, oui. C'est ce que je suis en train de dire. Et 2018, aujourd'hui, j'ai entendu des candidats dire que Kamto n'a pas gagné. Je dis la même chose. Peut-être vous n'avez pas suivi ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, donc, s'ils étaient aux élections, ils ont aussi la capacité d'apprécier la situation. Absolument. Je voudrais vous dire que le propre d'un homme politique, c'est de regarder le rapport de force.
d'être serein, d'être froid dans l'analyse. Bon, il y a des méthodes tactiques pour se positionner, mais lorsque on prend une telle stratégie, on a quand même des limites. J'ai dit tout à l'heure que si, bon, pas extraordinaire, comme tu avais fait 45% des voix, sa revendication aurait été beaucoup plus plausible, aurait été mieux comprise. Mais il ne m'a pas laissé développer tout ça parce que justement, j'allais vous expliquer pourquoi. Peut-être que, bon. Vous êtes pas allez-y. Non, justement, parce qu'il a fait l'allusion tout à l'heure. J'ai dit que justement, le simple fait pour éviter justement que les résultats soient assez serrés comme en 92, pourquoi on dit que non? Peut-être il y a eu en recomptant, peut-être quelques peu, ça peut balancer le vote. Il fallait donc créer cet écart justement pour rentrer M. Kanto. Il fallait créer l'écart. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous avons l'événement. Merci, M. Sepo. Vous savez, M. Sepo, on ne gagne pas une élection dans un contexte comme le nôtre, avec un pouvoir comme celui du RDPC, un parti administratif qui uniquement en demandant quand même de mettre uniquement un bulletin dans l'urne. C'est toute une machine, c'est toute une organisation. C'est bien d'aller, par exemple, à l'extrême nord. Mais vous savez, l'encadrement dont sont entre victimes les populations du nord, de l'extrême nord. Et quand on analyse sociologiquement cette situation, on ne peut pas imaginer, comme j'ai entendu dire par M. Eric Kiné, qu'au niveau des voix, comme tu es premier à l'extrême nord, vous-même vous rigolez, ça paraît un peu... Non, c'est vous qui me faites... Oui, ça paraît un peu invraisemblable. On va à une élection pour gagner et pour perdre. Ça, c'est clair. On va à une élection en fonction des conditions réelles d'une situation. Et ces conditions réelles, nous on le dit depuis 1992, permettent difficilement, dans un contexte comme le nôtre, avec une opposition divisée, malgré la réclamation fondamentale des Camerounais, tenter d'imaginer qu'on peut gagner dans ces conditions, c'est prendre les Camerounais pour ceux qui ne sont pas. Parce que, imaginez-vous, un accord de l'opposition 2 mois avant les élections, au-delà des inscriptions, ça va créer un mouvement extraordinaire dans le pays. Et la plupart des candidats, comme Moutomé l'a dit tout à l'heure, n'en ont pas voulu. Chacun s'est mis à jouer, il faisait sa coalition, etc. Puisque l'OCC a déclaré depuis 1 an, avait mis en place des équipes, des permanences, etc. Donc, envisageait très peu une coalition de l'opposition. Donc, les candidats ont tout fait pour refuser ce qui pourrait augmenter les chances de l'opposition, même pas peut-être pour gagner tout de suite, mais créer une dynamique pour les prochaines élections. Ils ont tout fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, derrière se cachaient d'autres objectifs que de faire battre billard. C'était de compter, c'était le challenge du deuxième. Et on a bien vu, après les résultats, que c'est ce positionnement qui motivait un peu les sorties des différents candidats. Ce n'est pas, je vous dis pas, ce n'est pas condamnable. Justement, compte tenu de la situation, on peut estimer que je vais à cette élection pour compter, pour faire vendre mon programme, ma vision. Normal. Ce qui pose problème, c'est de fanatiser des hordes en leur faisant croire que vous avez gagné alors que vous-même vous savez que vous n'avez pas gagné. Parce que vous avez affaire aujourd'hui, vous rigolez, mais parce que vous savez, à des hordes fanatisées. Encore cet après-midi, j'ai rencontré un de mes voisins. Je lui ai dit, mais le président élu prête ses manquants. Il me dit, quel président élu? Je dis, mais le président élu. Il me dit, comme tu dis, oui, prête ses manquants. Il dit, non, maintenant, attends la décision de la Commission africaine des droits de l'homme. Vous voyez, c'est amusant. Mais ça fait... Oui, c'est amusant. Mais emballer des dizaines de milliers de gens sur des soi-disant victoires volées, ça ne fait pas très sérieux. On a parlé de hold-up électoral dans le camp du MRC. Et d'ailleurs, ce sont les slogans qui sont lancés par les membres et militants du MRC pendant leur marche. Et très peu
de militants se sont mobilisés. Il faut dire qu'à Douala, maître Michel Ndoki et plusieurs autres militants du MRC ont été conviés à comparaître devant la juridiction camerounaise. Le procès a d'ailleurs été reporté pour le 4 décembre 2018 prochain. Ils devront comparaître devant le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo. Alors, pour rester dans cette logique, ceux également de Bafoussam ont été interpellés. Ils devront également comparaître devant les juridictions camerounaises dans les jours à venir. Maître Biliga, on va un peu faire de droit. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut parler de restriction des libertés parce que l'autorité a interdit pour la plupart ces différentes marches et les militants du MRC disent être dans les taux, être le droit de manifester a été violé d'après eux par les autorités camerounaises. J'ai suivi M. Sepo dire que les gens peuvent marcher, on ne peut pas interdire. C'est faux. Il y a deux façons de manifester. Enfin, non deux. Il y a ce que je peux appeler des manifestations spontanées. Le Cameroun a gagné un match de football, les gens descendent dans les rues. C'est clair. On ne va pas demander de donner une autorisation, c'est spontané. Ou bien on dit que Kamto a gagné, tout le monde descend, on applaudit. On aurait pu voir ça ces jours-là, quand il a dit qu'il a gagné. On n'avait personne. Lorsqu'on veut faire une manifestation sur la voie publique, qui ne rentre pas dans ce cas-là, on doit pouvoir la déclarer. C'est ce que la loi dit, l'article 6. Sans sur l'éducation de déclaration payable, toutes les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes, et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. En dehors des cortèges funèbres. En dehors des cortèges funèbres. C'est pas terminé. Il y a un délai pour ça, c'est une semaine. C'est qui a régulièrement fait. Laissez-moi terminer. Et la loi dit que, là c'est l'article 8, alinéa 2, parce que je laisse le reste là-bas. Toutefois, s'il estime que la manifestation pour jeter des natures à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration du haut domicile élu. En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine les parties entendues en chambre de conseil. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de droit commun. Voilà ce que la loi dit. C'est-à-dire que la loi dit, oui, vous faites une déclaration dans les formes une semaine avant, vous donnez votre itinéraire, les personnes qui sont responsables donnent leur nom, etc. Mais il peut arriver que dans le cadre de l'ordre public, que dans le pouvoir de police qui ressort de la compétence de l'autorité administrative, soit on vous donne un autre itinéraire, soit on vous interdit de marcher. En fait, c'est ça. Donc, lorsqu'on interdit de marcher, au lieu de marcher, là, dans ce cas, vous violez la loi, vous allez saisir la juridiction qui est indiquée, qui va, elle, dire si oui ou non, l'acte posé par l'administrateur, l'administration, était un acte légal ou pas. Je crois que c'est ce qu'on fait dans un état de droit. Alors maintenant, est-ce une limitation de liberté? Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question, c'est-à-dire que ça dépend de quel côté on est. Lorsqu'on pense que, si on pense que chaque fois qu'on se lève, on doit marcher, et que si on interdit de marcher, c'est qu'on a limité la liberté, ça veut dire que chacun pourra se lever et marcher. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'ordre public. Il y a également les bonnes mœurs. Si je décide de marcher nu, oui, je peux demander, je vais dire, je vais réunir quelques amis, je dis, ok, nous, on marche nu aujourd'hui. Est-ce que c'est pas, j'aurais pas joué de ma liberté. Laissez-moi terminer. J'aurais pas joué de ma liberté, mais n'aurais-je pas violé la loi en marchant nu? Parce que il y a les bonnes mœurs, il y a quelque chose qui est interdit. Donc je vais dire que nous ne pouvons pas manifester notre liberté sans tenir compte des règles, sans tenir compte des lois. Maintenant, en tant que défenseur des droits de l'homme, je sais bien que la loi permet, enfin, les conventions internationales et autres, les pactes sur les droits de l'homme et autres, peuvent permettre aux personnes de pouvoir, lorsqu'ils estiment que leurs droits sont bafoués, par exemple, de pouvoir, entre guillemets, violer la loi. C'est-à-dire marcher, par exemple. Ça, c'est permis dans certaines circonstances. Et c'est pour cette raison que vous avez vu que les gens comme en Afrique du Sud, on a combattu l'apartheid parce qu'on ne pouvait pas se soumettre à cette loi qui était abjecte. Et il y a donc des personnes qui sont levées. Mais lorsque vous vous levez comme ça, et M. Khan est bien placé pour le savoir, attendez-vous à rencontrer en face de vous les forces de l'ordre
qui ne vont pas forcément vous traiter comme vous voudrez. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous caresser sur le cas de poil, je veux dire. Donc, c'est ça le risque. Alors, pour moi, ce que je dis en tant que citoyen camerounais, et peut-être que mon jugement sera un peu subjectif, parce qu'il y a quand même ma consoeur qui est concernée. C'est normal. J'estime qu'il y a des choses qu'on peut, parfois des choses qu'on peut laisser, dans le cas d'espèces. On aurait bien pu laisser cette histoire, au lieu de les amener au tribunal et autres, et créer un autre buzz. C'est du droit du procureur de la République de tenter cette procédure. Je ne dis pas, nous sommes dans un système, dans un truc politique. Nous sommes dans un domaine politique. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de procureur de la République, d'une manière spontanée, il ne va pas arrêter les gens, il ne va pas envoyer les gens devant les tribunaux pour une marche. Puis non, on arrêterait plein de gens, on les enverrait devant les tribunaux. Ce n'est pas la première fois. On a vu M. Nietzsche, il a souvent fait plusieurs marches ici. Je ne sais pas si on l'a arrêté pour l'envoyer devant le tribunal ou bien demander, obtenir la levée de sa main. Donc de votre point de vue, il fallait laisser passer la chose pour éviter... Pour moi, on aurait pu laisser passer ces choses. Alors, mais dans l'état actuel également, on a le MRC, notamment à travers son président, qui demande un recomptage des voix. Comment cela peut être possible dans le contexte actuel? Le chef de l'État élu prête serment ce mardi 6 novembre 2018. Non, chaque pays a son système. Le nôtre veut que tous les contentieux sont vidés avant la proclamation des résultats. Dans certains pays, on peut proclamer les résultats et on entre dans le contentieux. Chez nous, le contentieux est vidé. C'est pour cette raison que les requêtes sont faites. Le Conseil constitutionnel siège avant pour vider ce contentieux. Et après, on arrive donc à prononcer les résultats. Et dès qu'on les a prononcés, on ne peut plus. Mais moi je dis ceci. Je crois même que j'ai lu l'un des candidats qui l'a dit. Pourquoi avant n'a-t-on pas demandé le recomptage? Parce qu'on aurait bien pu le faire comme on a dit on a demandé l'annulation des parcelles des élections. On aurait bien pu en ce moment-là dire, écoutez, nous, à partir du moment où nous avons gagné, nous avons des PV, au moins qu'on compare nos PV au PV détenus par les autres et par l'élection Cameroun, pour qu'on se fasse une idée, ou bien qu'on fasse le recomptage. On ne l'a pas demandé. On ne l'a pas demandé à ce moment-là. Pourquoi on le demander aujourd'hui après que la Cour suprême, le Conseil constitutionnel c'est déjà prononcé. Voilà. Alors, avant de passer aux SMS qui sont très nombreux et qui arrivent à profusion sur notre contrôle, nous allons passer la parole à M. Sepo qui... M. Sepo, est-ce qu'on n'est pas dans une logique de navigation à vue, faire des sorties pour faire des sorties, notamment pour davantage susciter de l'intérêt des populations sans véritablement avoir une vraie raison qui permette et qui soutienne cette façon de penser? Non, je pense que s'il faut parler, je commence par la fin. Vous n'avez pas de recomptage tout à l'heure. Et j'ai entendu M. Biliga dire on aurait dû demander ça avant. Mais non, ce n'est pas possible. Vous ne demandez un recomptage que par rapport à ce qui est officiel. On aurait demandé, lors du contentieux, qu'on recompte par rapport à quel résultat qui nous était donné. Vous avez demandé qu'on annule l'élection. Qui nous était donné. Non, je dis bien. Quand on dit recomptage, non, malgré ce qui s'est passé lors du conseil, lors du contentieux, mais on pouvait bien vider, on pouvait bien, comme on a dit, rejeter tous les requêtes du MS et FGF pour non fondés. Rien n'aurait empêché jusqu'à la dernière minute le président du Conseil constitutionnel de dire j'annule les élections vu tant. Vous savez également que le contentieux, comme l'a rappelé Maître Biliga tout à l'heure, oui. Le contentieux, une fois que le contentieux est vidé, on ne parle plus. Je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que le système, justement, c'est pour ça que l'opérationnalisation du recomptage du voix n'est pas prévue chez nous. Mais il faut un début à toute chose. Et tout à l'heure, en parlant de la manifestation, je peux vous dire, vous êtes libre d'aller. Nos camarades que ce soit de Bafoussam, n'ont jamais reçu, parce que la loi le dit également, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez notifier aux organisateurs de la marche que nous ne sommes pas d'accord ou alors aller marcher à tel endroit. Est-ce que l'autorité administrative l'a fait? Non. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsque vous ne le faites pas et que vous vous empêchez, et puis, au cas où vous ne l'avez pas fait, laissez les gens marcher, faire leur marche en les encadrant. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait de mal à la loi? Absolument rien. Maintenant, quand c'est de l'autre côté, on vous comprend parfaitement, parce que lorsque c'est vous qui marchez, il n'y a aucun problème. Maintenant, lorsqu'on parle vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé
de ce problème. Je vais revenir sur ce problème de... Vous êtes dans une navigation à vue ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Retenez une chose. Je veux dire une chose. Lorsque je parle sous le contrôle du président Alkani Anissé, qui a fait la prison pour qu'on arrive au niveau... À cette démocratie... Pour qu'on arrive au moins à ce niveau où on peut dire un certain nombre de choses. Mais si on ne peut pas avancer, ça veut dire que 20, 30 ans après, leur lutte aura été vaine. Moi, j'ai écrit un livre, je vais vous offrir un exemple, j'ai retracé l'histoire du multipartisme au Cameroun depuis les élections de 1992. Et j'ai envie de dire, 2018, pour moi, c'était un beau gâchis. Un beau gâchis, j'aurai le temps on n'aura pas le temps de se lever là-dessus. Mais je peux vous dire que, comme le disait il y a un certain nombre de choses pour lesquelles l'opposition camerounaise pêche toujours. Je l'ai déjà dit, mais peut-être parce que justement, comme il vient de le dire, ils se connaissent parfaitement entre eux, ils savent qui a fait quoi, avec qui et machin. À ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent se combattre entre eux, mais lorsqu'il s'agit... Vous faites encore de la navigation à vue, là, même sur ce plateau? Pas du tout. Vous faites des déclarations et des annonces que vous ne pouvez pas justifier. Ils le savent. Et que vous ne pouvez pas fonder. Ils le savent. Ils le savent parfaitement. Merci. La preuve est là. Merci. On va prendre quelques SMS. Je le rappelle, cette tribune est également interactive. Le 6 99 57 30 26. Des SMS sont arrivés. This past election was one of the best, I must admit, because Bia could still do his own. Alors, il s'est un peu amélioré les pinceaux dans ce SMS, mais de façon globale, il pense que l'élection a été bonne dans l'ensemble et que le président Biya, dans le contexte qui est le nôtre, devait forcément gagner l'élection et que les partis politiques arrêtent de se plaindre, qu'ils se présentent davantage dans une logique d'ensemble pour faire front commun contre le RDPC, qui est une véritable machine, quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Alors, les gens du MRC se croient dans quelle république? C'est une question. Ce juriste du MRC a appris son droit où notre pays est régi par des lois. Il faut les respecter. Demain, quand ils prendront le pouvoir, vont-ils nous permettre aussi de manifester? C'est la question. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous envoyez votre SMS, signez votre SMS à la fin. Ça nous permet de savoir d'où vous envoyez le SMS et d'avoir quand même le nom sur un interlocuteur. Bonsoir le panel. Moi, c'est monsieur Abdourahman Djibrila depuis Mayo-Oulo. C'est dans la région du nord du Cameroun. J'aimerais demander à Paul Eric King et malheureusement qui n'est pas sur le plateau. La loi dit que dès que le Conseil constitutionnel proclame les résultats, pas de recours après. Ma question est de savoir quel est le but de cette marche même pacifique, animer la galerie ou interpeller la communauté internationale. C'est une question qui nous vient d'un téléspectateur. Bonsoir à vous. Juste pour dire aux Camerounais d'être sages, descendre dans la rue n'est pas la solution. Que M. Biya sache que ce septennat est le nôtre, donc les jeunes, et qu'ils tiennent un discours de paix, de cohésion et non un discours de menace et d'intimidation, qu'ils fassent des descentes dans les zones anglophones, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est M. Ghislain qui nous écrit de Garoua. Ghislain, un Godon, qui demande également que le président Paul Biya prenne des décisions fortes pour une fois et des sages au niveau des choix des hommes, repenser même la gestion des institutions, éviter le système classique qui nous est imposé depuis qu'il est au pouvoir. C'est donc l'avis de ce Camerounais-là. Si vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone, envoyez simplement votre SMS. Bonsoir au panel. C'est dommage de voir qu'en 1992, quand le SDF n'a pas pu revendiquer sa victoire, on s'est moqué d'eux. Mais aujourd'hui, quand le professeur Maurice Kamto veut le faire, on le taxe de tous les mots. Aujourd'hui, il a démontré au monde entier la bassesse d'esprit du pouvoir et nous le respectons pour cela. Donc, désolé à ceux parmi vous qui sont jaloux, mais aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est le leader de l'opposition. C'est donc ce qui est dit par ce téléspectateur. Bonsoir, le panel. Le RMC cherche le pouce sur la calvétie. Le RDPC est une grosse machine et on ne peut pas réclamer la victoire alors que l'on n'aime même pas à côté du nombre de voix du gagnant. C'est un autre Camerounais qui s'est exprimé sur cette question.
Alors, plusieurs SMS sont arrivés. On ne pourra pas malheureusement lire tous les autres SMS. Président Anissé Kane, vous avez la parole. Oui, non, je veux dire, ce n'est pas à moi que vous pourrez obtenir le fait de condamner les manifestations. Non, pas du tout. L'esclave ne demande pas la permission au maître pour se libérer. Et l'esclave ne se libère jamais avec les lois du maître. Ça, c'est entendu. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a fallu bien aller contre les lois de la République pour obtenir sa liberté. Ça c'est le principe. Même M. Bigala dit tout à l'heure. Donc marcher, alors qu'on n'a pas l'autorisation, ce n'est pas ça le problème. Et Bigala aussi dit tout à l'heure. En 92, il y avait des marches. On a très peu demandé des autorisations de marche en 92. Très peu. Mais pourquoi il y avait des marches? Parce que la spontanéité des marcheurs, les objectifs de la marche, la masse critique des marcheurs faisaient en sorte que le pouvoir en place avait des problèmes. Pour les réprimer, que lorsqu'il y a 10 bonhommes ou 40 bonhommes. Le problème est d'analyser le rapport de force avant de déclencher des opérations. Pareil. C'est ça Bon, moi, je dis qu'on peut faire des annonces. Vous savez, je peux me déclarer aujourd'hui que demain, on marche directement sur Etoudi. Bon, alors, avec les relais sociaux aujourd'hui, ça va être relayé dans le monde entier. Ce ne serait qu'une annonce. C'est la première chose que je veux dire. Et je veux dire aussi autre chose. Mais figurez-vous, monsieur, c'est pour que les gens luttent pour que ce pays se libère depuis les dollars Mangabel. Ce n'est pas l'arrivée de Kamto qui a permis de savoir que les Camerounais peuvent se battre pour libérer leur pays. C'est ça le problème. Vous savez, quand on rentre dans l'arène politique, il faut toujours envisager dans sa démarche qu'on est dans une... je veux dire, on est dans une ligne, on est dans une lignée de ceux qui ont commencé. Pas imaginer qu'on va inventer la machine à couper le beurre. C'est ça qui pose problème dans ces ordres fanatisés. Justement, il y a c'est ça, il fait partie de ces ordres-là. Ils disent que c'est un problème de jalousie vis-à-vis de M. Kamto. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Quand on demandait aux responsables de l'opposition de faire une coalition, vous êtes sûr que le chef de la coalition n'aurait pas pu être M. Kamto? Ce n'est pas parce que, contrairement à ce que vous dites, que l'opposition souffre d'un mal de la compromission. Bah alors, voyez-vous, en matière de compromission, en matière de ceux qui ont dîné avec le diable, bon, les leçons ne viendraient pas certainement du côté du MRC. Vraiment, il faut être sérieux quand on dit des choses pareilles. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, sous prétexte que Kamto a fait un meilleur score que Joshua et consort, prétendre que tous ceux qui ne marchent pas sous les ordres fanatisés de Kamto sont en compromission avec le régime. Dit, non, vous dites ce que quand vous dites que les partis politiques de l'opposition ne se mettent pas ensemble, oui, parce qu'elles vivent sous la compromission les uns les autres, chacun c'est... J'ai dit tout se passe comme si... Parce qu'on ne comprend pas. Je l'ai dit, j'ai dit tout se passe comme si ces opposants... J'ai dit, je vais retracer toute une historique là-dedans. Et je ne comprends pas comment, chaque année, ça peut être la même ritournelle et on n'arrive jamais. Ça veut dire que tout se passe comme si... Retenez bien ce que je dis, monsieur. Et ne me prêtez pas des paroles, je ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas dit. Oui. Je n'ai jamais dit qu'on doit fanatiser les gens pour descendre dans les... Pourtant, c'est ce qui se passe. Et lorsqu'il a parlé de 92, en 92, lorsqu'il parlait des marches spontanées, lorsque 10, 20, les 20 premières personnes sortent, ils ne s'attendent pas à ce que les gens vont les suivre. Non, on ne sortait pas 10, il n'y avait pas de 10 premières personnes. Non, mais attendez, les gens se retrouvaient et au fur et à mesure que la foule grossissait. Non, non, non. Moi, vous n'allez pas inventer les choses qui sont... Les gens ne se sont jamais... Si vous êtes parti de... Vous parlez à un organisateur des marches. Si vous êtes parti... On partait de nos comptes pour aller à ça de fait. Oui. Il y avait un point de repère. Il y avait un point de repère. Il n'y avait pas 10 personnes sur le point de repère. J'ai pris un exemple. J'ai dit si vous prenez partir à 10, vous pouvez arriver à 100. C'est ce que j'ai dit.
Comprenez-moi bien. Votre objectif, c'est de partir à 10 pour vous retrouver à 100. Ça veut dire qu'en face, justement, les gens se disent que on dit bien que la frange qui réclame, qui dit non au hold-up est minoritaire, donc ils n'inquiètent pas. Mais justement, ils se disent que en les laissant faire, justement, ça peut créer un effet de masse. Un effet de masse. Et les gens suivent. C'est de ça qu'il s'agit. On va sortir de cette problématique, hein, parce qu'il y a encore une autre problématique à débattre pour cette première de Tout au clair. Mais je voudrais lire ce SMS, si vous le permettez. Pour une fois, je suis avec le président Nisei Kane. Le MRC est un parti qui n'est pas venu aux élections pour chercher des suffrages, mais plutôt pour créer de la psychose au sein du peuple camerounais, sachant pertinemment que le Cameroun traverse en ce moment une terrible crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, surtout dans le but de fragiliser une fois de plus la politique du chef de l'État actuel dans tous les canaux. Et d'ailleurs, tous les canaux sont utilisés pour le faire. C'est ce Camerounais qui le dit. Il n'a malheureusement pas signé son SMS. Alors, on va sortir de cette tribune, de ce premier débat par vous, M. Sepo. Est-ce qu'on peut espérer... Bah oui, non. Est-ce qu'on peut espérer que d'ici... M. Sepo, est-ce qu'on peut espérer que le MRC, finalement, avec la prestation de serment de demain, qu'il revient à des meilleurs sentiments et qu'on avance dans une démocratie apaisée, on l'a dit, et une démocratie mature, tout le monde l'a reconnu. Nous sommes un parti républicain. Et je l'ai dit, il n'a jamais été question pour nous, un seul instant, de sortie de la République. Nous avons dit, nous allons activer les mécanismes possibles de droit pour booster, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour booster l'opinion publique par rapport à ce qui s'est passé. J'entends malheureusement aujourd'hui certains candidats également qui ont dit qu'il faut que l'opposition se réunisse pour lutter, pour demander un code consensuel. Nous avons lancé cette pétition. D'accord, merci beaucoup. Personne ne nous a suivis. Merci beaucoup. Je serais surpris aujourd'hui que ce soit le cas. À quoi doit-on attendre dans les jours à venir avec heureusement ces appels qui ne sont pas suivis? Non, je pense que le MRC est dirigé par des gens intelligents. Ils se rendent bien compte que bon, les effets d'annonce ont un temps de vie. À partir du moment où on a dépassé ce temps de vie, on va rentrer dans le temps de la mort. Donc je pense qu'on est sorti du temps des annonces. Je crois que bon, si l'objectif était de se positionner en tant que le parti le plus en vue dans l'opposition, ben c'est gagné. D'accord. Bon, ben je crois que bon, on peut arrêter. Alors, on est dans une nouvelle configuration politique aujourd'hui, avec le MRC qui se positionne et qui a bousculé les autres, notamment le SDF. Vous savez, moi j'ai une autre lecture. J'avais fait un post avant ces élections où je disais que j'étais contre la coalition. J'étais contre la coalition parce que il y a cette élection majeure, la présidentielle, mais il y a d'autres élections qui arrivent. Il était question qu'on sache qu'on établisse de manière claire et précise la hiérarchie. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on l'a établi. D'un, parce que le MRC est quand même une sorte de coalition. Je dis une sorte. Je sais qu'on va me dire qu'on a continué à mettre les bulletins de vote du professeur de bâtonnier Akéré dans les trucs, mais d'une manière générale, on a quand même vu des gens venir du RDPC, comme le conseiller au président du président, M. Koka. On a vu le président Zonga, qui est quand même président d'un parti, etc. Donc on peut imaginer que ce n'était pas forcément Kamto qui allait seul aux élections. Un peu comme on dira la même chose pour le RDPC également. De la même manière, on ne peut pas évaluer... Oui, c'est important ce que je dis. On ne peut pas évaluer d'une manière précise le poids du SDF compte tenu de ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. La situation du sud-ouest et le nord-ouest, quoi qu'on dise, c'est quand même a impacté négativement sur le score du SDF qui a quand même son fief dans cette zone-là. Donc je dis que malheureusement, le fait qu'il y ait eu la coalition, le fait qu'il y ait eu cette insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest n'a pas permis qu'on puisse avoir d'une manière claire et précise la hiérarchie au niveau des partis politiques. Merci beaucoup à vous, messieurs. C'était le premier sujet de cette première de Tout au clair sur la télévision du monde. Un break et on vous revient juste après. Après ce break, nous avons plusieurs SMS qui nous arrivent, des téléspectateurs qui nous regardent à la maison et qui voudraient savoir si
La journée du 6 novembre 2018 est déclarée fériée et chômée. Oui, elle est bel et bien fériée et chômée. Le président de la République, Paul Biya, a signé un décret qui est fait de ce 6 novembre 2018, jour d'investiture pour un nouveau mandat de 7 ans, un jour férié et chômé sur l'ensemble du triangle national. Le décret est d'ailleurs visible sur les réseaux sociaux. Vous faites un tour, vous avez la confirmation de ce que la journée de ce mardi 6 novembre 2018 est férié et chômé sur l'ensemble du triangle national. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette tribune, de cette première de Tout au clair, avec notre deuxième sujet qui porte essentiellement sur la crise anglophone et notamment ce soutien du Nigeria, ce pays voisin, avec la sécurisation de la frontière de l'État du Cross River, frontalière avec le Cameroun. Nous sommes dans cette configuration, mais avant de rentrer dans cette partie ou dans ce volet de cette problématique, nous voulons observer que depuis quelques jours, les rebelles sécessionnistes ont engagé de nouvelles actions sur le terrain. On fait état de ce que de nombreux enfants ont été enlevés dans le nord-ouest du Cameroun, mais également un sous-préfet a été enlevé dans la localité de Noni, c'est dans le département du Mboui. Jusqu'ici, pas beaucoup d'informations on a filtré autour de ces nouvelles sorties ou ces nouveaux rapts opérés par les rebelles sécessionnistes. Maître Biliga, est-ce que, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on doit craindre le pire? La situation s'est-elle envenimée alors qu'on croyait que tout s'était un tout petit peu affaissé avec la tenue de la présidentielle? Est-ce que c'est la raison de la présidentielle qui a fait en sorte que les sécessionnistes se sont un peu ramollis? Je ne sais pas si c'est la présidentielle ou bien les mesures qui avaient été prises, parce que moi je me rappelle une fois j'étais sur un plateau de télévision et quelqu'un en off nous disait, écoutez, nous avons la certitude aujourd'hui que l'État a pris les mesures à travers des renseignements autres pour démanteler les campements ou les maquis où les sociétés étaient. On a vu ces derniers temps-ci qu'on a neutralisé, pour utiliser le terme convenu, on a détruit plusieurs camps et neutralisé plusieurs Camerounais qui se disent sécessionnistes, dans les Bazoniens. Non, les Amba Boys. On les appelle les Amba Boys. Les Amba Boys, on l'a vu. Donc on a pensé à un moment donné que cela était... on avait anéanti ces différents camps, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'étais en train de regarder une vidéo où le jeune homme, et les gens, ils ne se cachent même pas. C'est-à-dire, il le disait à visage couvert, avec leurs armes de chasse et autres, qu'ils sont prêts. Alors, donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on arrive à un niveau où des enfants ou des jeunes gens arrivent, sachant finalement qu'ils n'ont pas les moyens, ni techniques, ni en matière d'armement, pour pouvoir combattre nos forces armées, les BIR et autres, mais que ces personnes continuent quand même à tenir tête à une armée bien organisée. Et moi, je me demande, j'ai un peu peur en fait. Certains ne justifient pas le fait que ces enfants sont drogués ou ils croient au talisman qu'ils portent, mais arriver à ce niveau-là en très peu de temps, en moins de 2 ans, ça m'inquiète. Bon, je dis, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on arrive à enlever tant d'enfants dans un internat, dans une école, dans un collège presbytérien, dans le nord-ouest, ça nous rappelle ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram, avec les filles de Chibok. Et là, ça fait peur. Je veux dire que même s'il y a la guerre entre les adultes, c'est toujours pas bien d'y mêler les enfants, d'hypothéquer l'avenir des enfants de cette manière-là. Ces enfants qui sortiront de là-bas, si le jour où on pourra les libérer, on l'espère que ce jour n'est pas lointain, ils risquent d'être traumatisés pour leur vie, toute leur vie. Alors moi je dis, c'est grave, et il est grand temps qu'on trouve des solutions pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. C'est pour la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest a-t-elle pris une nouvelle tournure? Les rapts sont devenus la chose la plus prisée par les rebelles sécessionnistes, à enlever tant d'enfants. Aujourd'hui, une deuxième autorité administrative a été encore enlevée dans cette partie. Est-ce à dire que les mesures sécuritaires qui avaient été mises en place ont été levées ou alors le niveau d'alerte a complètement été baissé?
Qu'on évoque ce sujet, vraiment des larmes qui nous viennent nous yeux, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui on parle pratiquement de près de 400 morts civils, que ce soit du côté des civils, des Ambazozo et l'armée nationale. Vraiment, c'est une situation qui doit nous interpeller, qui interpelle tous les Camerounais. Mais j'ai toujours l'habitude de dire, en 2016, en décembre 2016, lorsque cette affaire commençait, nous étions sur un plateau de télé où je disais, où j'implorais le chef de l'État de faire un saut dans ces zones pour calmer les gens. Il faut toujours, à chaque moment, lorsque vous allez avancer dans une situation, que vous n'allez pas savoir, que vous n'allez pas reconnaître où on a fauté, on va... Et malheureusement, comme tu viens de le dire si bien, on a l'impression à un certain moment que les choses sont maîtrisées, mais le lendemain, on vous dit, aujourd'hui, comme on vient de le dire, on a enlevé près de 80 élèves d'un établissement. Ça fait mal. Ça fait mal. Les chiffres sont assez discordants entre les chiffres des autorités et les chiffres annoncés par les Ambaboy quand même. Non, mais il fallait attendre. Du moins, ce que j'ai suivi, on a parlé de... Il y a 79 élèves plus un enseignant. On parle de 82 personnes. L'enseignant, le chauffeur et une autre personne. Et le directeur de l'établissement. Voilà, donc je parle, voilà, plus 79 élèves. Donc ça fait un problème. Et lorsque vous parlez, il faut reconnaître ce qui se passe dans ces zones. Il ne s'agit pas d'une rébellion. Il s'agit d'un mouvement sécessionniste. Il faut bien faire la différence entre une rébellion et un mouvement sécessionniste. Parce que lorsqu'on n'aura pas fait ça, ce qui fait encore mal, comme vient de le dire Maître Biliga, c'est peut-être ces garçons auraient été peut-être sympathiques aux yeux des problèmes, mais même en période de guerre, dans les périodes de guerre notoires, il y a 3 lieux qui sont des lieux sacrés. Il y a l'école, il y a l'église, il y a l'hôpital. C'est des lieux sacrés que même dans les guerres les plus cruelles, ça doit rester ça. Parce que c'est à l'école, même si vous avez une idéologie que vous voulez enseigner à vos enfants, si ça devient votre pays, c'est à l'école que vous allez le faire. Si les gens sont blessés, c'est là-bas. Et l'église est considérée comme une autorité morale. On ne touche pas à ça. À partir du moment où on touche à ça, quelles que soient vos revendications de base, vous ne devenez plus sympathique aux yeux de... Maintenant, je chute avec la situation. Vous avez parlé tout à l'heure de la main forte, je mets comme ça entre guillemets, hein, du Nigeria qui donnerait un coup de main au Cameroun pour démanteler les hordes vous avez dit de sécessionnistes ou de rebelles. Ça voudrait dire, il y a de cela 1 an, lorsqu'on interpellait M. Sifikou et autres, nous étions toujours sur un plateau où les gens disaient non, maintenant qu'on les a arrêtés, ça va finir. Je disais que non. Le véritable problème, c'est qu'actuellement, dans ces zones, il ne s'agit plus seulement d'un seul groupe. Comme il a dit, je crois c'est qu'il a dit, il y a des différents groupes qui se sont infiltrés et qui font de ça maintenant. Ce n'est plus les revendications même de base, on ne sait même plus qui les revendique effectivement. Merci, ça devient difficile maintenant, donc, n'est-ce pas, de régler tout ce problème. Alors, président Nissé Kané, dans quelle configuration on est aujourd'hui dans le nord-ouest précisément? Parce que le nord-ouest, contrairement au sud-ouest, est davantage enclin à ces enlèvements quotidiens, à cette situation de tension régulière. Dans quelle configuration est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Est-ce toujours les Ambaboy? Est-ce une nouvelle forme qui s'est mise en place progressivement et que malheureusement les autorités n'ont pas vu venir? Je veux dire, la démarche séparatiste, le projet séparatiste, n'a rien à voir avec les événements qui ont eu lieu en 2016. Quand ça commence. Quand ça commence. Le projet séparatiste date de plusieurs décennies. Depuis la séparation du Cameroun en plusieurs zones francophones et anglophones, il y a des velléités de rattacher la zone anglophone à la partie nigériane. Premièrement. Deuxièmement, lorsque en 1960, Aïdjo a refusé que les armes transitent par le Cameroun pour aller faire la rébellion au Biafra, je crois que les Nigériens n'ont pas oublié ça. Et cette rébellion est éteinte sur le plan des opérations armées, mais elle existe toujours dans la zone du Biafra, à côté de Bakassi. Donc les Nigériens n'ont aucun intérêt, pour leur pays, indépendant des relations qu'ils ont avec le Cameroun, à ce que se développe cette zone ambazonienne à leurs frontières, parce qu'elle risque de raviver les intentions belliqueuses au Biafra. C'est en ce sens que le soutien explicite aujourd'hui du Nigeria ne fait que confirmer
une politique de coopération avec l'État camerounais. Le droit de poursuite en territoire nigérian par rapport à Boko Haram vaut également dans la zone. Je crois que c'est une officialisation tendant à... Une opération de ratissage a d'ailleurs été tout entreprise dans cette zone du Cross River. Moi, je ne suis pas surpris par les nouvelles méthodes que utilisent les ambazoniens, mais les groupes armés se réclamant de cette démarche-là. Parce que le terrorisme, il ne faut pas 50 000 personnes pour terroriser un territoire. On voit en Europe aujourd'hui que des groupes organisés de 3-4 cellules, organisés de 3-4 personnes, font dépenser des milliards de francs aux pays européens pour se prémunir du terrorisme. Donc je ne suis pas surpris qu'il y ait des enlèvements. À partir du moment où sur le terrain conventionnel, les groupes armés n'ont plus la possibilité d'opérer à partir du territoire nigérian, n'ont plus la possibilité de s'entraîner dans les camps qui ont été démantelés par les forces armées camerounaises, forcément, bien infiltrés dans le pays, opérant dans leur zone de prédilection, c'est-à-dire dans leur zone, dans leur pays, les enlèvements, les rapts ne sont pas très difficiles à opérer. Donc moi je ne suis pas surpris, ce sera au contraire le nouveau mode opératoire qui va s'intensifier dans ces eaux-là. Alors, pour en sortir, oui. Je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Alors, ce nouveau mode opératoire s'intensifie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut espérer que finalement, les ambazoniens ou les ambaboys, comme on les appelle, puissent s'en servir à leur profit, demandant par exemple des rançons pour pouvoir libérer ces enfants? Mais moi, je veux dire, ce qu'on a arrêté, qu'on a enlevé, je ne sais pas s'il y a eu paiement de rançon. Je crois que pour certains au moins, il y a eu paiement de rançon. Absolument. Même si on ne le dit pas de manière officielle. Même officiellement. Parce que, je ne sais pas si on l'a dit officiellement. Non, on ne l'a jamais dit officiellement. On ne sait pas si on l'a dit officiellement, mais je pense on ne négocie pas avec terroristes. Je sais que pour certains, pour d'autres, naturellement, l'armée a pu les localiser, a pu les libérer, mais il y a des personnes qui n'ont pas été libérées par l'armée. Et on imagine donc que ces enfants ne sont pas donnés tant de peine pour arrêter des gens, pour risquer leur vie et pour les laisser par la suite. Il y a donc eu nécessairement quelque chose qu'ils ont dû donner. Donc moi je dis, c'est peut-être la nouvelle forme Mais c'est une forme qu'on n'avait pas beaucoup vue dans les guerres conventionnelles, du moins dans la situation actuelle. C'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre conventionnelle. Et aujourd'hui, ces Amba Boys ont besoin de vivre. C'est-à-dire au-delà, parce que tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas que les Amba Boys. C'est qu'elle le sait très bien, même lorsqu'il y avait l'UPC à côté des nationalistes, il y avait des brigands. Des bandes armées. Oui, des bandes armées qui braquaient dans les zones de la Saga maritime et le Bungo et autres, qui faisaient leur business à côté des nationalistes et qu'on attribuait aux nationalistes. De la même manière, je pense qu'à côté des Amba Boys, il doit y avoir des brigands qui en profitent pour pouvoir racketter, pour pouvoir poser des actes contraires à la loi. Alors, les actes contraires à la loi sont posés, M. Sepo. Les Amba Boys, dans la configuration que nous avons aujourd'hui, continuent d'être poursuivis. D'ailleurs, les autorités se veulent assez prudentes pour donner une démarche face à ces rebelles ou à ces sécessionnistes. Est-ce qu'on, au-delà de ce que a dit le président Anissé Kané, on en a parlé de rébellion, on a parlé de sécession. Est-ce qu'on n'est pas allé au-delà de cela? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique d'insurrection même pratiquement? Mais justement, que ce soit la rébellion ou la sécession, il s'agit d'une insurrection. Mais je dis bien, il faut la différence entre la rébellion et la sécession. Le rebelle s'en prend au pouvoir central. Le rebelle, c'est celui-là qui veut... Ils l'ont dit avant la présidentielle, tout le monde sauf le président Biya. Seulement le président Biya a été réélu. En se disant qu'ils auront en face ils voudraient avoir peut-être un autre interlocuteur. Parce qu'il faut savoir que, comme le disait le président Aikane, le projet de sécession ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que on a permis au ferment de cette sécession-là de grandir auprès de la population, de manière qu'à un certain moment, les sécessionnistes, ils sont connus.
et je ne vous apprends rien, lorsqu'on a fait le référendum, il y avait des gens qui voulaient être indépendants, il y avait ceux qui voulaient se rattacher au Nigeria, il y avait ceux qui voulaient se rattacher. Ce qui veut dire qu'il y a cette frange de la population là qui sont restées. Maintenant, il fallait tout simplement, il fallait savoir comment encadrer pour que le sentiment de sécession devienne latent. Mais on l'a laissé pousser au point où il est devenu dominant chez certaines personnes. C'est à partir de là où le problème commence. Maintenant, les autorités centrales, est-ce que le fait de... Parce que comme on l'a dit aujourd'hui, étant donné qu'on ne sait pas exactement, parce qu'à partir du moment où on disait que non, voilà, les têtes, on les prend, ça va. Maintenant, tant les opérations continuent sur le terrain, comme on vient de le dire, dans toute situation d'insurrection, il y a toujours des bandes qui s'infiltrent et qui deviennent des grands businessmen et ils ne sont plus d'accord que les choses s'arrêtent. Quel que soit ce que vous faites, même si ceux qui étaient dans cette logique-là, veulent parfois et reconnaître, il y a, et n'oubliez pas que dans chaque camp, à un certain moment, les gens se radicalisent. Il y aura tous les modérés qui vont dire que non, il faut qu'on voit si on peut. Il y en a des extrémistes. Il faudra maintenant que dans différents groupes sécessionnistes-là, que les pouvoirs publics réussissent à extirper ceux qui sont modérés et pouvoir discuter avec eux pour qu'on puisse cesser d'entendre chaque jour on a tué 2 personnes enlevées. Anissé Kader, on est dans une situation de radicalisation de la crise. Quelle peut être l'approche des pouvoirs publics pour résorber, sinon annihiler cette radicalisation de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Moi, je voulais dire que, et ça, pour le stigmatiser, il faut que, au sujet de cette crise, les forces politiques soient très nettes. Je n'ai pas le sentiment, puisqu'il est là, que le MRC est très net par rapport à cette position. Il faut de façon précise dire que nous condamnons toute démarche séparatiste, surtout lorsqu'elle prend des armes pour casser l'unité d'un pays pour lequel les milliers de Camerounais sont morts. Attendez. Non, quand le président Kamto dit que il va aller son problème. Les options sont sur la table, sauf la sécession. Voilà ce que nous avons tout dit au MF. Sauf la sécession. On peut discuter de tout à partir du moment où on met de côté la sécession. C'est pour ça qu'il faut trouver ceux qui sont... En ce moment-là, extrémistes. En ce moment-là, on condamne de façon radicale les agissements des sécessionnistes. Première chose. On condamne toujours. Deuxièmement, on leur demande un cessez-le-feu unilatéral. Lorsqu'on est contre la sécession, on demande à ceux qui l'ont déclenché, qui font de la lutte armée pour la sécession, de déposer de façon unilatérale les armes. C'était le premier point du programme commun de gouvernement que nous avons mis sur la place publique pour la campagne, demandant aux candidats de se prononcer de façon claire sur ça. Pourquoi? Pour trouver un consensus politique et le dialogue inclusif que tout le monde demande, il faut qu'au niveau des forces politiques qui animent le pays, il y ait un consensus sur déjà la condamnation ferme et le dépôt unilatéral des armes. Parce que les forces armées camerounaises ont la légitimité de prendre des armes. On ne peut pas demander... La force légitime à voilà, on ne peut pas demander à l'armée camerounaise de déposer les armes. Sinon, ce ne serait plus l'armée camerounaise, ce serait les civils. Pas du tout. Deuxièmement, maintenant que le chef d'État proclamé, élu, va prêter serment demain, je pense qu'il est aussi de son devoir de prendre des mesures psychologiques hardies pour créer les conditions du départ d'un dialogue national qui va inclure la problématique anglophone dans tout le mal du pays. Bilga disait tout à l'heure, nous on l'a décrié pendant toute la campagne, le pays s'y sort fracturé de ces élections. Jamais on n'aura entendu des discours aussi haineux, tribalistes à visage découvert. Avant, il y avait des tribalistes honteux qui se cachaient derrière des discours mielleux. Malheureusement, je le dis parce que vous êtes là, s'entourer des tribalistes, fiefés tribalistes déclarés comme Zong pendant une campagne, ça pose un problème. Merci beaucoup. Il faut donc qu'on sorte de ce discours pour créer le consensus. Ce consensus, ce dialogue inclusif, est-il possible à l'état actuel des choses? Il est obligatoire. C'est une possibilité. Nous avons toujours dit ici, et je suis du RDPC, ça c'est vrai, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut cesser avec
un langage de fermeté ou parfois où on a l'impression qu'on attise même la rébellion. Il est grand temps, et maintenant que le président vient d'être élu et qu'il est relégitimé, moi je pense qu'il est grand temps qu'il fasse un geste fort envers nos frères et sœurs des zones du nord-ouest et du sud-ouest pour leur dire oui, j'ai écouté vos cris, venez autour d'une table et trouvons une solution à cette crise. Merci beaucoup. Alors, on a quelques SMS qu'on va lire pour mettre un terme à ce programme. Cette première de Tout clair sur la télévision du monde. La crise dégénère de jour en jour. Le gouvernement a laissé pourrir la situation dans le but de gagner les élections. C'est l'avis d'un Camerounais. Maintenant que c'est fait, que le président prenne des mesures qui s'imposent pour résoudre ce problème. En fait, le signe de vie de Ayoub Taba et compagnie aurait arrêté l'escalade actuelle. C'est un point de vue qui est donné par un Camerounais. Bonsoir, le panel, c'est Cyril depuis Yaoundé. Juste pour rappeler que le MRC, que M. du RDPC, les traités qui ont été ratifiés sont au-dessus de nos lois, notamment Maître Biliga. La situation en zone anglophone du Cameroun est à ce niveau parce que les lois anti-manifestation nous ont été enlevées. C'est le point de vue d'un autre Camerounais. Salut à vous, j'aimerais savoir pourquoi le chef de l'État ne veut pas lui-même descendre sur le terrain pour le dialogue qu'il a dit. Il n'envoie que des gens, ses ministres notamment, pour pas lui-même. Depuis Ngaoundéré, malheureusement, le Camerounais n'a pas signé son SMS. Que le président Biya comprenne que l'opposition camerounaise a mis quelques exceptions, misère beaucoup plus avec le peuple, car son élite politique administrative détruit toute confiance de ce peuple en lui. Donc, qu'il n'écoute plus ces hommes-là et qu'il écoute plutôt les pleurs du peuple et qu'il s'intéresse davantage à apporter des solutions à ces populations qui en attendent depuis 36 ans déjà. C'est un grand André de Yaoundé. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas lire la centaine de SMS que nous continuons à recevoir dans le cadre de cette première de Tout au clair. Je vous le rappelle, c'est votre nouveau talk show de débat disponible en direct sur LTM le lundi, mardi et mercredi de 21h à 22h30 sur la télévision du monde. Demain, nous vous reviendrons avec de nouveaux invités, certainement avec de nouvelles problématiques. Merci Anissé Kane d'avoir été de nôtre ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci Monsieur Sepo. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation avec le MRC. Mme Biliga, merci encore. Merci. On espère vous compter parmi nos nombreux invités, chacun d'entre vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de nôtre dans le cadre de cette première de Tout au clair. Bonne soirée à tous et à demain, 21h.